Bonjour, bienvenue. Le chemin de la liberté, aujourd'hui sur Amour Unité. C'est une valeur que nous plaçons souvent très haut. Le chemin vers la liberté extérieure est plus d'une fois mouvementé, et alors on découvre que la liberté intérieure est au moins aussi importante, que le chemin continue, qu'une autre aventure commence. Déjà, posons-nous la question, qu'est-ce que la liberté ? Dans un premier temps, on le ressent comme faire ce que je veux, avec qui je veux, aller où je veux, être libre comme l'air, on dit. C'est une aspiration naturelle d'être libre par rapport à une forme d'esclavage, d'une dictature, d'une domination patriarcale pour les femmes, pour les jeunes être autonomes par rapport aux parents. Tout cela est tout à fait compréhensible et naturel. Au-delà, on peut remarquer que nous rencontrons diverses contraintes de toute façon. Des contraintes physiques, même si on est en bonne santé, on ne peut pas voler, je ne peux pas être à New York dans 5 minutes si je le désirais. Il y a des contraintes financières, ce que je peux m'offrir et non. Il y a des contraintes légales, des lois de notre pays, des règles du groupe auquel j'appartiens. Tout cela, c'est des limites, de toute façon, à ce que je peux faire librement et sans contrainte. Pourtant, on peut se sentir libre, ou en tout cas le rechercher. On peut se sentir libre en jouant au football, par exemple, alors qu'il y a différentes règles. On n'a pas le droit d'être hors jeu, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce sentiment de liberté ? Ça demande à être précisé. La liberté, on peut la sentir comme le pouvoir d'affirmer la conscience de soi. Se sentir soi-même, pouvoir s'affirmer, c'est un premier pas d'évolution dans l'humain. La conscience de soi commence par se reconnaître dans le miroir, comme on fait quand on est tout petit. Il y a des animaux qui commencent à se reconnaître aussi dans le miroir. Mais l'être humain a allé sensiblement plus loin dans cette conscience de soi. Il a à définir, à reconnaître et à affirmer ses goûts, ses opinions, ses idées. Connais-toi toi-même, disait Socrate sur le temple de Delphes. C'est s'individualiser, comme on dit. Aller vers la conscience qui nous rend responsables et qui nous permet de nous engager. C'est un pas important dans l'évolution de l'être humain, dans sa construction. C'est la construction de la personnalité. Au-delà de notre plan physique, de notre plan sensible qui nous donne des émotions, des désirs, au-delà de notre plan mental, nous sommes amenés à construire notre personnalité qui unit ces différents plans de construction, qui les harmonise, qui les englobe dans une unité plus grande. La personnalité donne une force nouvelle et plus importante et elle donne l'indépendance. Cette capacité d'être indépendant des autres, des parents, des chefs, de personnes au-dessus de nous. Même si nous avons à suivre des directives par moment, on a tout de même cette conscience de nous-mêmes indépendante. Et la liberté, c'est une valeur fondamentale de cette conscience individuelle, de cette personnalité, avec le bonheur individuel. Donc c'est déjà tout un chemin et une drôle d'aventure pour construire étape par étape cette conscience de nous-mêmes, cette personnalité indépendante. Mais le chemin et l'aventure ne s'arrêtent pas là. Une fois cela acquis, on peut s'apercevoir que on a des conditionnements divers. Quelle liberté avons-nous à ce moment-là ? Par exemple, qu'est-ce qui se mange et qu'est-ce qui se mange pas ? Est-ce qu'on mange des insectes ? Notre société ne le dit pas trop. Est-ce qu'on mange des fleurs ? Ça peut commencer dans certains milieux. On a des a priori à ce sujet-là. Il y a des personnes qui acceptent de manger du cheval, d'autres non. Nous avons plein d'idées arrêtées de ce genre-là. Aime-t-on les femmes minces, les femmes étoffées,
Là aussi, ça change beaucoup selon les conditionnements sociaux. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Est-ce que la polygamie, c'est bien ou mal? C'est des idées internes qui nous forment sans qu'on soit forcément très conscient et très libre de tout ça. Quel est le nombre d'enfants normal dans une famille? Au-delà, le temps est-il linéaire? Est-il cyclique? En Orient, on considère beaucoup plus le temps comme cyclique. Tout ça, c'est des conditionnements qui nous forment sans que l'on ait beaucoup de liberté par rapport à tout ça. On a également des croyances. Je crois à telle religion parce que j'ai été élevé dedans. Au-delà, nous avons des attachements. Nous créons toutes sortes de liens et nous nous obligeons à faire des cadeaux, à être aimables, à jouer des rôles de bon mari, de femme, d'enfant. On peut arriver à se sentir coupable aussi si on n'est pas dans cette attitude satisfaisante. Vu tout ça, sommes-nous vraiment libres intérieurement? C'est à voir de près. On a également toutes sortes d'illusions. Par exemple, la croyance à la liberté individuelle, se croire libre alors qu'on a beaucoup de conditionnements, d'attachements, de croyances qui en fait limitent et remettent fortement en question notre liberté. Alors, il s'agit donc de se libérer à l'intérieur. C'est une autre étape et un autre chemin d'aventure. C'est une autre période d'évolution, celle de la libération, on peut dire. Nous évoluons beaucoup selon une courbe en U. On commence par descendre dans la matière, par involuer, par construire nos plans d'expression, comme je disais tout à l'heure, notre plan physique, sensible, mental. Pendant tout ce temps-là, on est en dépendance de parents, de chefs, d'éducateurs. On a besoin de béquilles qui nous montrent le chemin, nous structurent et nous mettent des limites quand c'est utile. C'est la période de descente, de construction. Au-delà, donc, on a la phase de développement de la personnalité avec la conscience individuelle, la conscience d'indépendance et sa valeur importante de liberté individuelle. C'est une deuxième étape de cette courbe d'involution-évolution. À partir de là, à partir de l'individualité, la responsabilité, la capacité d'engagement que nous avons acquise, eh bien on peut remonter. La personnalité peut à ce moment-là se sentir de plus en plus comme au service de notre être profond, essentiel, de se mettre au service d'un groupe, de la collectivité, plus largement de la Terre. C'est la période d'évolution où on se libère autrement, où la personnalité va se libérer de ses conditionnements, comme on disait tout à l'heure, et s'offrir de plus en plus pour un service au-delà d'elle-même. C'est une étape donc de libération, différente de la liberté extérieure de tout à l'heure, qui comprend un détachement, qui comprend une désidentification de nos façons de voir antérieures, de nos désirs personnels, toute une étape différente de construction, de développement. On peut voir que les collectivités suivent un chemin de progression semblable. Elles commencent par une conscience de dépendance que l'on connaît dans les peuples premiers, dans les sociétés où il y a un chef qui décide tout, un dictateur éventuellement, une sorte de papa ou de maman qui nous encadre et qui nous donne une structure dans laquelle on est encore en dépendance. Et puis après, les pays conquièrent leur conscience individuelle, ils défendent leur intérêt personnel, leur satisfaction nationale. Moi d'abord, en tant que pays, on connaît ça aussi aujourd'hui. Et au-delà, eh bien, il y a une conscience collective qui se développe, une conscience internationale où on commence à se réunir avec d'autres, à se relier à d'autres,
ce que cherche à construire l'Europe, par exemple. C'est encore une autre étape qui correspond à cette courbe d'involution et d'évolution au niveau des collectivités, comme on la trouve au niveau individuel. Suivant chaque étape, la liberté est très relative, elle change beaucoup de signification. Prenons l'exemple du couple. Dans la première période de conscience de dépendance, les mariages sont très souvent arrangés et c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie du clan, de la collectivité familiale qui domine la vie ensemble. Ça fait partie des coutumes religieuses peut-être, et le couple s'inscrit naturellement ensuite dans le groupe et dans ses coutumes. La famille est souvent élargie, elle comprend souvent les grands-parents, des frères, des sœurs. Les enfants sont élevés par le groupe très souvent, par des tantes, des voisins, voisines. Tout cela est tout à fait naturel en conscience de dépendance dans la première étape d'involution. Par contre, en conscience individuelle, ça change beaucoup. Dans le couple, on est très attaché à choisir personnellement un conjoint et une conjointe, d'avoir un choix sentimental. On a la volonté de pouvoir se séparer si on le veut, de pouvoir divorcer. Il est très important d'être indépendant. On arrive à avoir des familles nucléaires et même souvent monoparentales, ce qui n'est pas très facile pour élever des enfants. Une charge importante au niveau d'une famille comme ça réduite. Ça fait partie de la conscience individuelle, de cette conscience d'indépendance. Et ensuite, on va progressivement vers une autre étape de conscience collective et on se rejoint dans un couple, par exemple, dans un but commun, plus ou moins conscient, un but de créer quelque chose, d'avoir une créativité artistique, spirituelle, au-delà de celle de construire une famille, d'élever des enfants. On se rencontre beaucoup par la loi d'impulsion magnétique qui fait se rencontrer les personnes qui ont un travail à faire ensemble, qui ont une activité spirituelle à accomplir ensemble. Au-delà de la famille, les groupes de travail, groupes de méditation se construisent aussi comme ça. Les êtres profonds, les âmes, se retrouvent selon leur rayon d'âme. Par exemple, dans la science des 7 rayons d'Alice Bailey, on se retrouve dans un but et sur un plan bien différent. Un plan de servir au-delà de nous, servir la collectivité, la société et le monde auquel on appartient. Et la famille s'élargit beaucoup jusqu'à la notion de famille humaine. On arrive à une conscience très large de cette notion de famille. Et on peut considérer les autres comme des frères, des sœurs, et prendre soin aussi d'eux comme dans une famille. Ces transformations représentent toute une aventure et passent entre autres plus d'une fois par des crises. Toutes les périodes de transition en particulier s'accompagnent souvent de crises. Étymologiquement, crise, c'est une décision, c'est un choix, un moment crucial où on fait un pas d'évolution. On avance beaucoup par des crises, par des temps de déséquilibre. Quand tout va bien, si on observe bien, on se pose guère de questions, donc on trouve guère de réponses, et souvent on ne bouge pas beaucoup. C'est les difficultés, les déséquilibres qui nous amènent à faire un pas en avant et à progresser. Et en cela, notre être profond, notre âme, nous pousse en avant constamment. Elle a pour perspective sans arrêt une évolution plus dans la conscience collective, dans une plus large vision du monde et de notre existence. Elle nous pousse par des propositions, par des expériences, comme une rencontre, comme un conflit dans une relation,
Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une rupture. Tout cela, quand on l'a intégré, quand on a compris ce que la vie nous propose, peut être une occasion d'évolution. La personnalité a des résistances, c'est naturel, c'est normal, elle est à un rythme de vibration différent. Donc il lui faut le temps d'intégrer tout ça, de comprendre les messages, de comprendre l'opportunité qui se présente à elle. Dans un premier temps, ces résistances augmentent et créent la tension, créent les difficultés. C'est de cette façon-là qu'on arrive à un sentiment de crise. Et avec le temps, progressivement, on développe une confiance, on arrive à percevoir plus cette relation avec notre être intérieur et à se sentir plus serein de ce qui peut se présenter, d'arriver plus à un contentement, donc à une libération par rapport à ce que l'on rencontre. De plus en plus, la personnalité se donne comme serviteur de notre être profond, de notre âme. Elle accepte un peu plus facilement les crises, elle devient plus endurante, elle en reconnaît le sens, l'utilité. Elle devient, comme on dit, un guerrier pacifique qui ne s'arrête pas aux craintes, aux obstacles, qui se détache de ses résistances en se reliant aux valeurs supérieures pour se libérer de plus en plus, pour aller de plus en plus vers la libération. Donc tout un chemin, et sur ce chemin, il y a plusieurs moyens de se libérer. Le premier, c'est l'éducation. C'est déjà l'éducation qui nous amène à nous construire, donc à trouver une liberté par rapport au monde, par rapport aux autres. Ensuite, le développement du mental est très important. La scolarité obligatoire a été une étape importante du développement du mental qui est nécessaire pour obtenir une personnalité. La personnalité réunit les plans physiques, sensibles et mental. Le développement du mental est donc important pour construire une personnalité. Sinon, on reste dépendant de ceux qui pensent. Ce sont les personnes qui ont une personnalité et qui ont un mental qui décident et qui nous font aller dans la direction qu'ils souhaitent. Après, il y a toutes sortes de méthodes de développement personnel, psychologiques, travail sur les émotions, sur l'enfance, sur les mémoires. Tout cela développe la personnalité, l'individualité et la liberté personnelle. On commence à se libérer aussi des conditionnements. On avance sur le chemin. Après, pour vraiment remonter la courbe, la libération demande un développement impersonnel, une autre forme de développement. La personnalité a à s'effacer devant l'être profond, elle a à se sentir et à se mettre au service de lui. Elle ne disparaît pas. On dit quelquefois qu'il faut tuer l'ego. Pas du tout, la personnalité est fondamentale pour agir dans le monde et pour rayonner les valeurs de notre être profond. Elle n'a pas du tout à disparaître. Notre âme a besoin d'une personnalité forte pour agir dans le monde. Mais elle a à se décentrer, elle a à se désidentifier de ses corps, de ses émotions, de ses pensées. Elle a à se détacher des biens et aussi des personnes. Ce n'est pas du tout de la froideur, au contraire, c'est aller vers une relation d'âme à âme, plus essentielle, plus profonde, où on est en relation d'affinité avec les autres, de fraternité, de frasororité, on peut dire, pour inclure les frères et les sœurs. Il existe le mot adelphité, qui recouvre comme ça la fraternité, on peut dire, entre hommes et femmes inclus. La personnalité, elle a s'oublier progressivement, à s'effacer pour servir plus grande qu'elle. Quand on est sur un bateau, l'avantage du bateau prime sur celui de tous ses occupants. C'est souhaitable.
et nous sommes sur le bateau Terre, par exemple, il est prioritaire de prendre soin de la Terre. On en a de plus en plus conscience. On ne peut pas être bien si le bateau sur lequel nous sommes n'a pas satisfaction de ses besoins et de sa reconnaissance naturelle. Suivre le bien commun, c'est le bénéfice de tous, c'est la conscience collective. Ce qu'est notre être profond. Notre être profond, notre âme, est conscience collective. C'est sa nature même. Elle ne conçoit le monde que en groupe, que par une collectivité. L'individu est comme une cellule à l'intérieur d'un organisme plus grand. En nous donnant ainsi, nous trouvons la liberté et la libération. Et nous laissons les autres libres par notre détachement. Pour cela, il y a également l'outil important de méditation qui nous fait avancer sur ce chemin de libération. Nous allons pouvoir pratiquer ensemble un temps de méditation guidée. Je vous propose un temps de méditation pour intérioriser plus ce dont nous avons parlé dans cette conférence, pour sentir plus ce qu'est la vraie liberté, ce qu'est la libération et ce chemin que nous parcourons ensemble. Donc je vous propose de vous poser bien, de vous installer, si possible avec le dos droit, et progressivement de laisser votre corps se calmer, s'immobiliser. Nous pouvons fermer les yeux pour limiter les sensations extérieures. Et progressivement, nous nous calmons et nous nous rendons disponibles pour ce temps de méditation. Nous pouvons nous relier aux autres méditants. La méditation est une action collective par nature. Même si nous sommes seuls chez nous, nous pouvons nous relier en pensée aux autres méditants. Nous nous concentrons au niveau du front entre les sourcils. C'est le centre de notre personnalité. Pendant que nous sommes à ce niveau, regardons ce qu'est la liberté pour la personnalité. Qu'est-ce qui lui donne le sentiment de liberté ?
Regardons l'importance qu'a la liberté pour la personnalité en conscience individuelle. À partir de là, nous pouvons élever notre conscience à travers la tête, jusqu'un peu au-dessus de la tête, quelques centimètres, au niveau du centre coronal. C'est le centre de notre être profond, de notre âme. Nous pouvons imaginer une grande lumière à ce niveau-là, intense. Elle nous relie aux autres. Nous avons la même lumière au sommet de nous-mêmes. Nous sommes tous unis dans cette lumière. Et sur ce plan, regardons le détachement qu'il y a. Détachement par rapport au bien. Détachement par rapport aux normes autour de nous, aux conditionnements. Détachement aussi par rapport aux personnes, qui nous permet une relation sur un autre plan, plus essentiel, plus d'âme à âme. Et regardons la liberté qui naît de ce détachement. Liberté pour nous, pour les autres. Et pour la collectivité.
Nous pouvons maintenant laisser diffuser cette liberté à travers nous, autour de nous. Particulièrement sur l'expiration, laissons diffuser tout ce que nous avons pu contacter dans cette méditation, dans cette conférence, consciemment ou non, à travers nous, autour de nous. Nous ne gardons pas ça pour nous-mêmes. Nous le mettons au service du collectif. Prenons un instant pour intégrer ce que nous avons trouvé dans cette méditation, dans cette conférence. Qu'est-ce qui a été marquant? Qu'est-ce que l'on souhaite retenir, approfondir peut-être? Et puis nous pourrons revenir au niveau du front, reprendre contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Et quand nous serons prêts, prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux, retrouver le lieu où nous sommes. Voilà, une pratique qui permet de développer le sentiment de liberté intérieure. De le cultiver. Il est souvent important de répéter plusieurs fois ce genre de pratique. C'est comme ça que nous avançons, c'est comme ça que ça se développe en nous. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, avec plaisir. Au revoir.